Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette rétrospective, la rétrospective de la semaine sur Kivu Morning Post. Nous vous aidons à comprendre l'évolution, les développements de l'actualité au courant de cette semaine. Nous allons commencer par la sécurité. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et merci de cette opportunité. Le vendredi, on sort du bureau et les soirs des affrontements dans la partie ouest. Du vendredi au samedi, la nuit, toute la nuit, trop agité, des séquelles des affrontements à Goma. Samir RDC, sommé de quitter la ville. Après une communication forte du 1-23, on commence par là. Comment vous avez vécu d'abord les séquelles des affrontements, tous on était à Goma. Il y a eu des crépitements des balles, des armes lourdes et légères entendues dans la partie ouest sud du Goma. C'était quand même une nuit assez compliquée et longue. Évidemment, la semaine a commencé sous des séquelles d'affrontements entre le 1-23 et des Wazalendo dans les quartiers sud-ouest de Goma. Là, je vois Lac Vert, Kishirondo, Mugunga et au nord de la ville dans le territoire de Nyiragongo. Cette attaque de Goma a été revendiquée par les Wazalendo, donc il n'y a pas à spéculer. Il y avait un communiqué signé par la cellule de communication de Wazalendo, signé par Ricky Paluku, qui se réclame porte-parole de Wazalendo. Il avait revendiqué cette attaque, la ville de Goma. Il avait d'ailleurs annoncé que les VDP ne s'arrêteront pas là. Ils vont continuer à mener des attaques. Un communiqué en 23 qui avait pointé du doigt la force de la SADC comme étant complice. Également, la MONUSCO aussi accusée d'avoir hébergé à un moment donné 1200 militaires FARDC dans une de ses bases à Goma. 2000 militaires aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 1200, voilà. Et le 23 qui se posait l'action de savoir où sont partis les 800 restants. Et par conséquent, Lawrence Kanyuka a accusé ces militaires d'être parmi ceux qui insécurisent la ville de Goma. C'est en tout cas sous cette tension que la ville de Goma a commencé cette semaine, que nous sommes en train de revoir, de passer en revue sur Kivu Morning Post. Mais après, il y a eu un développement assez rapide de l'actualité dans la région. Après Goma, c'était à Kavumu, où il y a eu des attaques. Et aussi aller rassurer la population après multiples attaques dans la région. C'est une région que le 23 n'a pas encore réussi à stabiliser à 100%. Après la prise de Bukavu depuis maintenant plus de 2 mois, il y a des attaques répétitives. Mais Lawrence Kanyuka a quand même essayé un peu de minimiser la menace. Il a parlé de moins de 10 jeunes qui viennent parfois attaquer la cité et se retrancher dans la forêt en profondeur. Lawrence a accusé bien sûr l'armée burundaise de soutenir ou d'utiliser, de monter ces jeunes Wazalendo contre des populations civiles. Et Kavumu 23 a rassuré la population. Vous êtes d'ailleurs rendu Blaise. Et à part l'axe Kavumu, au sud Kivu cette semaine a été aussi marqué par la relance des affrontements, des offensives sur les villages de Mikenge, majoritairement habité par des Banyamulenge. Il y a eu un communiqué des combattants Touraneo pour dénoncer ces attaques sur des populations civiles. Mikenge, c'est à plus de 20 km de Minembwe. Minembwe actuellement sous contrôle depuis Rouanéo. Depuis la vingtaine du mois de mars, il n'y a pas eu d'affrontement à Minembwe Centre. Mais j'espère qu'on parle de la province d'ici Kivu. Parlons également de ces renforts visibles en pleine journée dans les sites Kivu, mais en direction de Kamanyola et Nyangezi, en renfort aux éléments qui sont là d'il y a un 23. Après, ce sont des affrontements qui ont éclaté quand même la journée de jeudi. Il y a eu un statu quo depuis un moment. Les rebelles Touraneo à l'F-123 ont été visibles à Kamanyola depuis le mois de février. Mais quand même, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu d'avancée du M23 vers la ville d'Uvira, où la province du Sud Kivu a installé son chef-lieu depuis la prise de Bukavu. Il y a les Maïmaï dirigés par Yakutumba, les Wazalendo, qui ont juré par la protection de la ville d'Uvira. Mais quand même, il n'y a pas eu d'attaque sur Uvira.
je pense, et c'est évident aujourd'hui, que le rapport de force et des coopérations bilatérales entre le Rwanda et le Burundi a pesé pour que les offensives ne s'étendent pas sur Uvira. Nous avions suivi le président Evariste Ndayishimiye qui parlait de la relance de coopération avec le Rwanda. Il avait annoncé que le Burundi n'entrerait pas en guerre contre le Rwanda. Parce que là, on parle d'une région du Sud Kivu proche ou frontalière au Burundi. Et quand Uvira est menacé, il y a aussi le Burundi qui doit s'inquiéter pour la sécurité de sa population. Mais aujourd'hui, beaucoup d'observateurs se posent la question de savoir est-ce que le Rwanda et le Burundi conjuguent toujours ensemble ou il y a eu encore des tensions entre les deux pays, parce que si les affrontements s'approchent d'Uvira aujourd'hui, il y a à craindre. Parce que nous le savons, au Nord Kivu, les affrontements ont stoppé au niveau des Kasuo et n'ont pas pu avancer vers Lubero Centre ou Butembo parce qu'il y a eu un rapport de coopération de l'Ouganda. L'Ouganda qui a bien coopéré avec le M23 à un moment donné parce que c'est sa zone d'influence. Aujourd'hui, on peut aussi dire la même chose sur Uvira, la plaine de la Ruzizi, c'est une zone d'influence de l'armée burundaise. Et si aujourd'hui, les renforts militaires au Wazalendo viennent du Burundi, c'est parce qu'il y a des affrontements dans cette zone-là. Est-ce que vous savez, je vais vous partager un constat que je fais quand j'étais dans la plaine de la Ruzizi. À l'hôtel où on était en train de loger, le matin, les éléments de l'armée burundaise viennent à l'hôtel pour aller vérifier qui a passé une nuit ici. Là, c'était encore pendant que l'M23 était du côté Nyiragongo et Rutshuru. Ça doit être en début de l'année 2024. Est-ce que cette influence de l'armée burundaise dans la plaine n'est pas aussi l'inefficacité des autorités congolaises qui permettent quand même ça? Il y a un sérieux problème sur le Sud-Congo depuis 1994. Il y a des zones qui sont restées sous influence des armées étrangères. C'est notamment le Grand Nord, la partie du territoire de Beni, mais aussi la province de l'Ituri, beaucoup de territoires comme Djougou, Mambasa. Et la question que beaucoup d'observateurs se posent, est-ce que l'armée congolaise n'est pas capable de sécuriser l'ensemble du territoire national congolais? Parce que depuis fin 2021, il y a des opérations Shujaa menées conjointement entre l'armée congolaise et l'UPDF, l'armée ougandaise, dans les territoires de Djougou, Mambasa, bref, en Ituri et dans une partie de Beni. Mais jusqu'à présent, les ADF sont toujours actifs. D'autres groupes armés naissent aujourd'hui. Le groupe armé de Thomas Lubanga et bien d'autres. On se pose la question de savoir est-ce que la RDC c'est un État vraiment souverain? Parce qu'il y a l'intervention de l'armée ougandaise dans le Grand Nord et dans une partie de l'Ituri. Il y a l'intervention de l'armée burundaise dans la plaine de la Ruzizi. Et avec cela, on peut en tout cas remettre en cause l'efficacité des forces de la défense congolaise à assurer l'intégrité du territoire national congolais. Et aussi longtemps que l'ARDC continuera à compter sur des pays étrangers pour sa sécurité, il y aura toujours naissance de groupes armés à l'intérieur qui vont continuer à déstabiliser. Donc, à long terme, il faudrait que la RDC puisse rompre toutes les coopérations avec ces armées étrangères qui visent à sécuriser la population congolaise, parce que nous sommes le peuple congolais et nous avons une armée congolaise, une armée régalienne, républicaine qui est des forces armées démocratiques du Congo aujourd'hui. Donc j'espère, et c'est évident aujourd'hui, que c'est un sérieux problème de sécurité, parce qu'aujourd'hui le M23 prend pour cible aussi l'armée burundaise. Dans tous ces communiqués, dans toutes ces communications, le M23 prend du doigt le Burundi. Je ne suis pas attardé sur la Samidi Arsi, sommet d'équité la ville de Goma, après la signature des accords de cessez-le-feu, des retraits immédiats et des réhabilitations de l'aéroport de Goma, par lesquels la force de la SADC devrait quitter Goma. Mais malheureusement, ça devra se passer par la voie routière du Rwanda. Avant de parler autre chose avec vous, Jospin, j'avais alerté il y a 9 mois, 8 mois, un membre de renseignement pour dire que l'armée burundaise quand même est trop présente dans la plaine de la Ruzizi. Une présence de trop. Vous imaginez par exemple au monument Mobutu, après Kamanyola, en allant vers Luvungi,
Je descends du véhicule qui m'a porté et je vais prendre une photo et c'est un militaire de l'armée burundaise qui me demande de payer pour prendre une photo. Un étranger qui me demande de payer une photo. Un incident devrait se produire. Heureusement, une solution a été trouvée. On passe à autre chose. Jospin, pour parler enfin de cette perquisition chez Kabila, la fin de cette perquisition chez Kabila. Pourquoi aujourd'hui on va à l'ancien président de la République? Je pense que le pays traverse des moments très difficiles, des problèmes de sécurité très sérieux et les services de renseignement de la RDC ont estimé ou ont trouvé peut-être utile d'aller perquisitionner des entrepôts parce que c'est sur la 18e rue Limete à Kinshasa. C'est pas une résidence d'habitation, il faut le souligner. Ce sont des entrepôts qui sont mis en location et majoritairement occupés par des Libanais, des Indiens. Et depuis avant-hier, il y a des perquisitions. On n'a rien trouvé selon les avocats de la famille Kabila et selon le directeur administratif et financier, mais aussi selon le chargé de communication de Mme Ondivlembe. On n'a rien trouvé. On ne sait pas encore la version des autorités. Mais loin de là, des tenues militaires qui ont été trouvées. C'est sur la 9e rue. C'est un peu avant. Donc, c'est vraiment très loin. Quand on voit la 9e et la 19e rue, il y a une grande distance. C'est aussi dans des entrepôts, des friperies où on a trouvé plus de 200 ballots, des tenues semblables à des effets militaires, mais qui n'appartiennent pas à l'armée. Et il y a certains qui parlent des tenues qui seraient utilisées par la force du progrès. D'autres pointent du doigt déjà la famille Kabila. Mais la source officielle aujourd'hui, vous allez sur notre chaîne, c'est que ça n'a pas vraiment des liens directs avec la perquisition. On a annoncé hier qu'il y aurait des perquisitions à Kingakati, mais officiellement, ce n'est pas encore fait et c'était une fausse alerte. Selon les autorités compétentes, nous attendons ce que ça va donner, mais quand même, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas plus tard qu'en début de cette année que Kinshasa a accusé Félix Tshisekedi. De la bouche propre du président Félix Tshisekedi, il a accusé Joseph Kabila d'être le commandant en chef de l'AFC M23. Et nous savons très bien que des biens appartenant à Corneille Nangaa ont été saisis à Kinshasa. Donc si Kabila, s'il s'avérait vrai et probable aussi par la justice que Kabila est le commandant en chef de l'AFC M23, donc on peut redouter en tout cas aujourd'hui la perquisition et la saisie aussi de ces biens. Et ça peut faire scandale parce qu'il s'agit d'un ancien chef d'État qui est encore sénateur en vie et qui compte rentrer au pays par l'Est pour apporter sa part de solution à la crise qui gangrène la RDC. Donc ça peut faire scandale. Mais moi, je redoute aussi des scénarios comme celui de Kassenga ou Kashenga, je pense dans le Haut-Katanga, quand on a accusé Moïse Katumbi de réparer un aérodrome pour ramener des combattants qui vont, des sécessionnistes et tout. Il y avait un scénario orchestré jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est prouvé. Salomon Idi Kalonda avait été détenu, accusé de complicité avec le M23. Aujourd'hui, il a été relâché, remis en liberté provisoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuves. Donc, il faudrait que la justice établisse des preuves solides, parce que si Kabila est coupable de complicité, qu'il soit jugé, mais si ce n'est pas le cas, qu'on nous évite ce genre de scandales, parce que déjà le pays en a connu trop. Merci beaucoup Jospin. On va parler aussi de sport dans cette rétrospective. Il y a eu des actualités au niveau national. D'abord les championnats qui a commencé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre pour cette semaine? Les sports, on en parle aujourd'hui. Georges Ben Mouima, tiré à 4 épingles. Bonjour Georges. Bonjour Blaise et surtout bon week-end à tous les amoureux du sport. Très bien habillé Ben. Merci beaucoup. Comme un coach d'ailleurs du football. À la Pep Guardiola. On parle du championnat national, la Ligue Foot, Ligue 1 qui a commencé, des matchs cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre?
En fait, on est déjà à la fin de la phase classique du championnat national. Donc, ce qui arrive, c'est en tout cas la dernière ligne droite de cette compétition, la phase des play-offs. Et on connaît déjà les 12 équipes qualifiées pour cette étape de la compétition. Dans les groupes A, il y a la formation de Mazembe qui a fini en tête, suivi par l'équipe de Lupopo. Sangabalende a fini 3e aux côtés des Simba de Kolwezi, sans ignorer les cercles sportifs Don Bosco. Et dans les groupes B, c'est l'équipe de Maniema Union qui a fini en tête, suivi par les Aigles du Congo, et Rangers a été 3e, Vecleb 4e, et puis la 5e équipe c'est Ange Vert, et la 6e c'est l'équipe du Derinkle Motema Pembe qui en tout cas s'est qualifiée dans la douleur. Et la Linafoot a déjà fixé l'opinion sur la phase le déroulement de la phase des playoffs. Cette étape qui va se jouer dans 2 villes, la capitale congolaise Kinshasa et la capitale du cuivre Lubumbashi. Mais il se pose un problème sur le déroulement de cette phase de la compétition. Il y a Maniema Union qui a des doigts derrière de boycotter la compétition. L'équipe de Kindu n'est pas du tout d'accord avec ce format de la compétition. Selon la communication de Maniema Union, c'est un format qui favorise certaines équipes. Selon Maniema Union, Kindu n'est pas insécurisé. Kindu est dans de bonnes conditions pour recevoir ces matchs à domicile. Et après cette sortie médiatique de Maniema Union, la Linafoot a maintenu son format. Donc, ça va rester une question à suivre. Est-ce que Maniema Union va boycotter la compétition? Est-ce que Maniema Union va se ranger derrière la décision de la Linafoot? Donc, en tout cas, c'est une question qui reste en suspense. Mais pour les équipes maintenant de la partie orientale du pays, Dauphin Noir, Maniema Union, Dauphin Noir, Étoile du Kivu et Bukavu Dawa, vous le savez, ces équipes n'ont pas réussi quand même à quitter leur fief pour aller continuer et jouer la deuxième partie du championnat, puisque leur fief est occupé par les rebelles du M23. Aussi, on se pose la question, quel sera l'essor des Dauphins Noirs? Est-ce que ces équipes seront reléguées en division inférieure? Est-ce que l'organisateur va tenir compte de ces contextes sécuritaires? C'est aussi une question que tous les amoureux du football se posent. Donc, si Dauphin Noir n'a pas joué la deuxième partie de la compétition, c'est indépendamment de sa volonté. De même que l'équipe de Bukavu Dawa, qui d'ailleurs avait déjà érigé son quartier général à Goma, à Bouimba, dans les quartiers Lac Vert pour préparer la compétition. L'équipe s'est d'ailleurs renforcée avec un entraîneur, Birindo Chirongozi. Dauphin Noir également commençait à étouffer son ossature comme l'équipe des Étoiles du Kivu. Donc, ces efforts tombent dans l'eau. Dauphin Noir est dans l'obligation de préparer la saison prochaine. Voilà, comme je le disais, ce sont les conséquences de la guerre. Alors, si je reviens sur la phase des playoffs, il y aura 2 étapes. La phase des playoffs, c'est pour trouver les 3 équipes congolaises qui joueront les interclubs de la CAF. La première équipe est la 2e en Ligue des Champions et la 3e accompagnée du vainqueur de la Coupe du Congo en Coupe de la Confédération. Et la deuxième étape, c'est la phase des play-down, donc qui va se jouer entre les équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier à la phase des play-offs. Et l'objectif, c'est de se maintenir dans cette compétition. Peut-être pour finir, on peut parler des léopards des moins de 20 ans qui sont à Tunis pour préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte, prévue en Côte d'Ivoire. La compétition a été délocalisée en Égypte tout simplement parce que la Côte d'Ivoire a décliné l'organisation à la dernière minute et la CAF a annulé les tirages initiaux. Et pour le deuxième tirage, la RDC se retrouve dans le même groupe avec le Sénégal qui quand même a été du titre de la compétition. Et lors de la dernière trêve internationale, la RDC a joué une double confrontation face au Sénégal, défaite à l'aller, match nul au retour. Donc c'est un signal fort pour les hommes de Guy Bukasa. Mais aussi la RDC partage ces mêmes groupes avec les Ghana. Les Ghana qui est réputé parmi les grandes nations en termes de sélection d'âge. Et puis je peux parler d'un petit poussé dans ces groupes, c'est la République centrafricaine. Donc les Congolais sont avertis et voilà pourquoi ils ont décidé d'installer leur quartier général à Tunis afin de s'acclimater, parce que la compétition se joue quand même dans les Maghreb. Et Guy Bukasa aura maintenant l'occasion de sortir sa liste de 22 joueurs retenus pour la phase finale le 22 avril.
Il y a certains joueurs qui sont venus du pays et d'autres de l'Europe et ils ont fait jonction. On espère que la RDC va réaliser une belle Coupe d'Afrique des Nations, puisque au moins la dernière participation de la RDC dans cette compétition remonte de 2013 et la RDC n'a jamais réussi à franchir la phase des groupes. Donc c'est donc un grand défi à relever pour Guy Bokassa et ses poules. Non, Oui, en fait, on s'attendait à une remontada du Real Madrid. Le Real en allait comme au rythme. En fait, c'était prévisible après la belle prestation d'Arsenal au match aller, 3-0. On s'entendait à une remontada au match retour, mais ça n'a pas tenu. On en parlait des 4 fantastiques du Real Madrid, Rodrigo, Mbappé, Vinicius et Bellingham. Tous ces joueurs sont passés à côté certainement de cette compétition. C'est carrément une déception pour ces clubs les plus titrés. Donc, ils ont 15 étoiles, donc c'est au Real de laisser à d'autres équipes aussi de prendre cette coupe aux grandes oreilles. Laisser à d'autres équipes, je crois qu'ils ne vont pas laisser pour toujours, on l'espère en tout cas. Fin de cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Give a morning post, l'information pour éclairer et changer les choses.